Donc je pense que c'est pas la peine que je présente l'ACRO, mais au cas où il y aurait une parce que je ne connais pas. Donc c'est l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, qui est un labo indépendant qui fait de la mesure de la radioactivité. On peut éteindre ici. Je pense que vous ne voyez pas bien l'écran. Faudrait sur les interrupteurs. Ok, merci. Et donc vous allez voir des résultats de nos mesures, mais avant je vais vous... Donc le thème de ce soir c'est sur le recyclage. Et vous savez qu'on parle de cycle du nucléaire, et donc c'est exactement ce dont je vais vous parler. Donc en France on a 58 réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité, et pour alimenter ces 58 réacteurs il faut 1200 tonnes de combustible par an. Et ce combustible, donc il faut faire de la fission, et dans la nature, le seul noyau qui en arrive à fissionner, qui est présent dans la nature, c'est l'uranium-235. Il y a plusieurs types d'uranium, c'est l'uranium-235, c'est le seul qui existe dans la nature, et donc on va dans les mines d'uranium chercher. Et il n'y en a plus de mines d'uranium en Europe, ni en France, et donc il est importé d'autres pays. Et donc la France, pour alimenter le parc nucléaire français, c'est à peu près 8000 tonnes d'uranium naturel qui sont importées, qui viennent de différents pays. Cet uranium naturel, il contient 0,7% d'uranium-235, celui qui est intéressant, qui est fissible, et le reste, 99,3%, c'est l'uranium-238. On arrive à faire tourner des réacteurs nucléaires avec de l'uranium naturel, c'est les réacteurs CANDU au Canada, mais mis à part les CANDU au Canada, plus personne n'utilise cette technologie, et ce qui est utilisé, c'est de l'uranium enrichi. Et donc on prend l'uranium naturel et on va séparer l'uranium 235 du 238 pour essayer d'avoir de plus en plus de 235, en avoir à peu près 4%. Donc on a 0,7 au départ, 4 à l'arrivée, et donc le reste, c'est l'uranium où on a enlevé le 235, ça s'appelle l'uranium appauvri. Et donc de ces 7800 tonnes d'uranium naturel sortent à peu près, après l'enrichissement, ce sont les chiffres moyens sur ces dernières années, 6720 tonnes d'uranium appauvri. Qu'on n'utilise pas, pratiquement pas. Et c'est seulement le reste qui sert de combustible. Et donc, vous pouvez faire la différence, c'est exactement 1080 tonnes de combustible neuf qui entrent chaque année dans les centrales nucléaires et pour lesquelles, sur ces 1000 tonnes, il a fallu quasiment 8000 tonnes d'uranium naturel pour l'alimenter tous les ans. Le combustible passe 3 ans dans les réacteurs nucléaires et après, il est tellement radioactif et tellement chaud qu'il faut l'entreposer et on attend qu'il perde de la radioactivité, de la chaleur. Et au bout de 4 à 5 ans, ça dépend, même un peu plus, il est retraité à l'usine Areva de La Hague, Oranopa. Et donc il s'est passé à peu près 3 années en réacteur plus le refroidissement, on est à 8 années après le passage en réacteur, on a le retraitement. Dans ce combustible, il reste de l'uranium 235 qui n'a pas brûlé. Brûlé, c'est un truc qui n'a pas fissionné, et il y en a un reste à peu près 1%, donc c'est plus que dans la nature. Et puis l'uranium 238 qui est majoritaire, quand il est bombardé, parfois il fabrique du plutonium, il est transformé en plutonium. Le plutonium, une partie est consommée dans le réacteur, mais il en reste à l'intérieur. Et donc le but de l'usine de retraitement, en fait, c'est une immense usine chimique. On met le combustible usé, on le fond dans de l'acide, et à la fin on fait 3 tas. Le premier tas, c'est l'uranium qui n'a pas été utilisé. Et donc sur les 1080 tonnes de combustible neuf, il y a à peu près 1026 tonnes d'uranium de retraitement. Donc c'est la grande majorité. Et puis il y a une dizaine de tonnes de plutonium qui est séparé. Et puis le reste, c'est les déchets. Donc les 3 tas sont l'uranium de retraitement, le plutonium et les déchets. Ce sont voilà à quoi sert l'usine de retraitement de La Hague. De tous ces matériaux, seul le plutonium est recyclé. Donc les 10,8
8 tonnes de plutonium sont mélangées à de l'uranium appauvri, là-haut, pour faire 120 tonnes de MOX. MOX veut dire mélange des oxydes de plutonium et oxydes d'uranium. Donc c'est un mélange. Et ce MOX passe en réacteur, et en réacteur, après le passage, il passe 3 ans en réacteur, donc il y a une vingtaine de réacteurs français, 26 je crois, réacteurs français, qui ont le droit de consommer du MOX. Et c'est pas tout le cœur, c'est qu'une partie, il est mélangé à de l'uranium. Il y a un peu de MOX et de l'uranium d'origine naturelle mélangé dans le même réacteur. Et après passage en réacteur, le MOX lui-même n'est pas recyclé une deuxième fois, ça s'arrête. Il n'y a qu'un tour. Donc voilà ce que l'industrie nucléaire appelle le cycle du combustible. Elle parle même de cycle fermé pour décrire cette situation-là. Si on fait un petit calcul rapide, vous pouvez voir qu'on a sur les 1200 tonnes de combustible qui rentrent chaque année dans les réacteurs français, il y a 120 tonnes, il n'y a que 10 tonnes qui sortent sur les 1200 tonnes qui sortent des réacteurs français chaque année, il n'y a que 10,8 tonnes qui sont recyclées, ce qui fait un pourcentage de 0,9%. C'est le taux de recyclage en quantité de matière. Et c'est ce qu'on appelle le cycle fermé du combustible. C'est ce que l'industrie nucléaire appelle le cycle fermé. Donc, alors dans le passé pas si lointain, il y avait une partie de l'uranium de retraitement qui était réenrichi et remis dans les réacteurs. Donc le taux de recyclage était un peu plus élevé, pas beaucoup plus, on atteignait 4%. Et ça s'est arrêté parce que réenrichir l'uranium qui sort des réacteurs, on ne sait pas faire, enfin c'est pas qu'on ne sait pas faire, cet uranium il n'est pas pur, il est polluant, et donc il polluerait l'usine d'enrichissement française, donc il était envoyé en Sibérie pour être réenrichi en Sibérie, et il revenait en France. Et donc c'était assez compliqué, et donc ça s'est arrêté. Donc EDF dit qu'ils vont le reprendre dans l'avenir, mais pour le moment il n'y a plus. Donc exactement à l'heure d'aujourd'hui, le seul recyclage qui existe, c'est ces 10 tonnes de plutonium et rien d'autre. Le plutonium, il est fissible, il a été fabriqué dans le réacteur, il est fissible, et donc il apporte beaucoup d'énergie, et on le mélange à de l'uranium appauvri, et donc on a 120 tonnes de MOX sur les 1200, c'est 10% à peu près, et donc ça permet d'économiser 10% d'uranium naturel, et c'est le seul intérêt qu'on ait de ce qu'on appelle le recyclage. Donc voilà le bilan du cycle français. Et c'est comme la France est quasiment le seul pays au monde à retraiter, c'est le maximum que l'on puisse faire. Parce que le MOX, de toute façon, on ne le retraite pas derrière, parce que le plutonium a de moins bonne qualité. L'uranium de retraitement, quand il était mis dans les réacteurs, on ne le retraite pas derrière. Et donc, c'est le maximum qu'on puisse faire. Donc ça, c'est le cycle fermé le plus performant possible. 1%. En matière, 10% en termes d'énergie. Cependant, c'est pas fini, cette histoire-là, parce que tout ce qui est en orange, donc les 6720 tonnes d'uranium appauvri qui s'accumulent année après année, il n'y en a que 100 tonnes qui sont utilisées, mais le reste n'est pas utilisé, mais n'est pas classé en déchets. C'est classé en matière valorisable. L'uranium de retraitement, il est stocké, il n'est pas classé en déchets. Il est aussi classé en matière valorisable, parce qu'un jour, on peut le reprendre et le valoriser. Le MOX, après passage au réacteur qui n'est pas retraité, n'est pas classé en déchets, il est classé en matière valorisable. Et en fait, vous avez plus de 90% qui est classé en matière valorisable, mais qui n'est pas valorisé. Et donc, ça permet à l'industrie nucléaire de fanfaronner, de dire que 95% de ce qui sort des réacteurs est recyclable. Mais en fait, il y en a moins de 1% qui est recyclé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Le grand miracle, ce qu'on attend, c'est la génération 4 de réacteurs nucléaires qui va pouvoir brûler tout ça. Et en fait, si vous écoutez l'industrie nucléaire, on est assis sur un trésor.
Ces matières dites valorisables, c'est un trésor pour la France. De l'uranium appauvri, on en a 250 000 tonnes sur le territoire français. Le jour où on sait le valoriser, on est plus riche que le Koweït. Et donc, la seule petit truc qui manque, c'est comment le valoriser. Mais mis à part ça, on a un trésor potentiel en France. Et on est le futur pays le plus riche de la planète. Le seul petit enduit, c'est avec quelle technologie? Donc c'est la génération 4, donc le PR c'est génération 3, donc 4 c'est celui qui sera après. Et l'idée, alors il y a il y a un forum génération 4 sur toute la planète, et en France, la génération 4 à la française, c'est un surgénérateur, c'est un super phénix. Ou un super phénix, parce que super phénix, ça n'a pas une bonne marque. Donc on a un projet, il s'appelle Astrid, qui est dans les tuyaux du CEA sur lequel il travaille, qui devrait être prêt, d'après l'industrie nucléaire, dans la deuxième moitié de ce siècle. Le problème, c'est que et en gros, c'est la même chose que Superphénix. C'est du sodium liquide pour le refroidissement, comme Superphénix. Le sodium, ça s'enflamme spontanément à l'air, ça explose au contact de l'eau. Donc ça pose des problèmes de sûreté qui sont assez exceptionnels, en plus des réacteurs classiques. Et donc, au début, quand Superphénix a été lancé, on aurait dû avoir, aux alentours de l'an 2000, c'est-à-dire c'était très très loin à l'époque, pratiquement, c'était de la science-fiction, on devait avoir un réacteur sur 3 qui était un Superphénix, qui allait fermer le cycle fermé, et puis on allait... Le problème, c'est que donc, cette idée de surgénérateur date des années 50. Là, on en est à un prototype, machin, en deuxième moitié de ce siècle. Donc, au mieux, c'est 100 ans de recherche et développement pour arriver à développer ce réacteur miracle qui va tout consommer et qui va faire de nous le Koweït. Une technologie qui a besoin de plus d'un siècle de R&D pour aboutir, ça n'est pas une technologie prometteuse. Personnellement, j'ai du mal à y croire qu'un jour on ait ce super réacteur qui va tout brûler ce qu'on a accumulé. Astrid, le CEA a un réacteur qui s'appelle Astrid dans les tuyaux, 600 MW, donc c'est une petite puissance, qui est un démonstrateur, c'est pas encore la phase industrielle, parce que Superphénix devait démontrer, mais n'a rien démontré. Donc c'est un démonstrateur qui doit démontrer que ça marche. Et là, le CEA a des problèmes d'argent, et donc il est déjà passé de 600 MW à 200 voire 100 MW dans ses projets. Donc il a déjà réduit. Le Japon, qui avait l'équivalent qui s'appelle Monju, qui est un surgénérateur qu'il a arrêté en 2017. Monju, en 25 ans, il a fonctionné 10 mois. Donc là, après Fukushima, ils se sont dit quand même, on va peut-être arrêter Monju. Donc c'est en train de les montrer. Le Japon a été prêt à investir dans Astrid. Depuis que le Japon a réalisé qu'il passait de 600 MW à 100 voire 200 MW, il est en train de réfléchir et il va probablement se retirer d'Astrid. Donc la France va se retrouver toute seule avec son mini surgénérateur qui doit maintenir la promesse qu'on est un futur pays riche. Si vous arrêtez ce projet Astrid, tout ce qui est en range et qu'on a accumulé année après année devient des déchets. J'aimerais pas être l'homme politique ou la femme politique qui va venir expliquer aux Français que les 250 000 tonnes d'uranium appauvri qui était notre futur trésor, l'uranium de retraitement, tous les combustibles qu'on a là, ça va devenir des déchets et que 95% de ce qui sort des réacteurs n'était pas classé en déchets, devient soudainement classé en déchets. C'est pas une décision facile à aller annoncer à la population française. Et donc, on fait l'autruche et on maintient ce projet Astrid qui permet de dire que tout ce qui n'est pas recyclé sera recyclable un jour. Il suffit d'attendre que la technologie soit là. Voilà un peu l'état du cycle actuel. Donc l'usine de retraitement, c'est une usine chimique. Vous dissolvez dans de l'acide le combustible, et puis ça provoque des rejets, et c'est les rejets les plus élevés de toute l'industrie nucléaire. Et donc l'ACRO fait une surveillance citoyenne des rejets de l'usine Areva de La Hague, et je vais me focaliser sur deux
éléments. Un qui est l'iode 129. Donc vous reconnaissez la France, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. Et on retrouve l'iode 129 dans les algues tout le long du littoral, jusqu'en mer du Nord en Allemagne. Et il n'y a que les usines de retraitement qui rejettent l'iode 129. Donc tout cet iode 129, en tout cas jusqu'en Belgique, Pays-Bas, est d'origine française. Après, il y avait Sellafield en Grande-Bretagne, avec les courants comme ça, et donc en Allemagne, il se peut qu'il y ait de l'iode 129 anglais, en plus, mélangé à l'iode 129 français. L'iode 129, il a une durée demi-vie, c'est 16 millions d'années, je crois, de mémoire, enfin c'est en millions d'années. Et donc, il pose un problème. Et l'iode, chimiquement, c'est un halogène, il est très mobile dans la nature. Et donc, l'ANDRA, dans ces scénarios d'enfouissement, dans l'argile, dans les calculs, le premier élément qui risque de sortir dans 100 000 ans, s'il y a encore des êtres, qui va exposer des êtres humains, s'il y a encore des êtres humains sur Terre dans 100 000 ans, celui qui pose le plus de problèmes dans le scénario d'enfouissement, c'est l'iode de 129, parce qu'il est là pour longtemps et il est très mobile. Et donc, la bonne idée de l'industrie nucléaire, c'est de se dire, on va le rejeter dans la mer, à 100%, parce que dans la mer, il y a de l'iode non radioactif, et donc quand vous mangez un poisson, vous mangez la pastille d'iode en même temps que l'iode radioactif, et donc c'est pas dangereux. C'est ça l'idée. Et donc pour une grande partie et les gens de l'industrie nucléaire m'ont dit, la meilleure gestion pour l'iode 129, c'est la mer. Donc on a la technologie pour le filtrer, on aurait la technologie pour le garder dans les déchets, mais c'est un choix politique de rejeter l'iode 129, de gérer ce déchet comme rejet. Et on le retrouve tout le long du littoral, et évidemment avec les plus fortes concentrations près de l'émissaire. Un autre élément qu'on retrouve dans l'eau de mer, cette fois-ci directement dans l'eau de mer, c'est le tritium, c'est l'hydrogène radioactif, c'est l'hydrogène. Et l'hydrogène, la molécule d'eau, c'est H2O, donc on remplace un hydrogène par de l'hydrogène radioactif. Et donc c'est pas facile à séparer, et là il y a un vrai verrou technologique. Il est rejeté parce que c'est très compliqué à séparer. Et donc c'est accepter le nucléaire, c'est accepter les rejets de tritium, et là le tritium est rejeté par l'usine de retraitement, mais aussi par des centrales nucléaires. Et on trouve, si vous allez faire des prélèvements de l'eau de mer directement, cette fois-ci, vous en avez à peu près 10 becquerels par litre de tritium dans l'eau de la Manche, tout le long du littoral, jusqu'en mer du Nord. Sachant que le tritium existe à l'état naturel, et à l'entrée, on en a à peu près 0,1. Donc on est à 100 fois plus que la concentration naturelle pour le tritium. Donc ça, ce sont les deux éléments majeurs que l'on trouve le long du littoral et qu'on détecte pareil jusqu'en Belgique, Pays-Bas. Et là, il y a des centrales nucléaires qui viennent rajouter le rejet de l'usine Orano de Lague. Quelques valeurs. Donc voilà, je vous ai dit le long de la Manche, donc on est après, sachant que les courants vont vers l'est, après l'usine Orano, le long de la Manche, on a à peu près 10 becquerels par litre pour le tritium et plus près de l'émissaire. Et puis pour les émetteurs gamma, c'est juste pour que vous ayez des valeurs. L'iode 129, on a jusqu'à 55 becquerels par kilogramme d'algues sèches près de l'émissaire, et on a moins de 10 becquerels. Ça diminue quand on s'éloigne, et on est en dessous de 10 becquerels en Haute-Normandie. Voilà pour ce que c'est que le retraitement.